Bien, bonjour à tous, merci à Johan d'être venu pour ce premier épisode. Comment ça va, Johan? Ça va, impeccable. T'es bien installé là du coup? Ah, je suis au top, je suis calé là. Alors, J'ai mes coudes, ils sont calés, c'est nickel. Parfait. Donc se comprendre pour survivre ensemble, c'était un peu le thème de différents épisodes. Et la première question que je voulais poser, c'était à quoi ça sert de se comprendre? Est-ce que tu vois une utilité à comprendre l'autre et comment exactement en fait? Oui, parce qu'en gros, si tu ne fais pas l'effort de comprendre l'autre ou si tu es dans un paradoxe où on ne te comprend pas, ça va être compliqué d'avoir des interactions humaines. Et j'ai l'impression que l'homme est un peu fait pour avoir des interactions Oui, un petit peu. et des relations, sauf les ermites. Mais je n'ai pas envie d'être un ermite. Donc, essayer de se faire comprendre et comprendre les autres, je pense que c'est primordial. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus en faire son cheval de bataille, quoi. Il ne faut pas faire sa vie entière que là-dessus, parce que pour moi, il y a aussi des personnes qui sont incompréhensibles et du coup, se focus sur un truc qui est infaisable, c'est peut-être aussi perdre du temps et de l'énergie pour pas grand-chose. Parce que des fois, quand il y a des situations où on est bloqué et on ne comprend pas vraiment ce qui se passe, essayer de comprendre l'autre personne, ça permet de comprendre la situation qui en découle des fois. Mais souvent, les histoires qu'on peut avoir, les petites guerres, les petites crises qu'on peut avoir dans nos relations humaines, je pense que c'est souvent dû à de l'incompréhension. Et du coup, c'est sûr que si tu règles ce côté de compréhension de l'autre et de compréhension de la situation, tu vas régler cette crise. Et souvent, c'est souvent ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit souvent, pour régler un problème, il faut poser des questions. Ouais. C'est de revenir sur... c'était Orelsan qui disait ça. Pour régler un problème, il faut poser des questions. C'est de revenir sur la compréhension que tu as eue du sujet, la compréhension que tu as eue de la personne, pour pouvoir résoudre ce problème-là. Et donc, du coup, c'est pour ça que ça me parle vraiment, quoi. Oui, complètement. Et toi, ça te parle, ce sujet? Complètement, c'est aussi pour ça que je voulais proposer différents épisodes là-dessus. Dans la phrase « se comprendre pour survivre ensemble », il y a, pour moi, comprendre les autres, il faut qu'il y ait un objectif derrière. Si comprendre pour comprendre, ça n'a pas grand sens. Le mot « survivre ensemble », il est peut-être un peu fort, mais pour moi, il est quand même important parce que c'est quelque chose aujourd'hui où ça ressort de plus en plus, le fait que de ne pas se comprendre, ça peut engendrer des choses très graves ou à des degrés différents, des trucs personnels ou sociétaux. Et souvent, on entend le vivre ensemble beaucoup. Le vivre ensemble, c'est mieux, il faut essayer de vivre ensemble, des choses comme ça. Mais je trouve que le terme survivre ensemble est très proche, mais je pense plus proche de la réalité. Parce que, en soi, vivre ensemble, oui, ok, mais c'est surtout qu'on a besoin des autres pour survivre. Et comme tu disais, on n'a pas envie d'être ermite dans une grotte. Parce qu'on est profondément des animaux sociaux, je pense. Et sans ça, ouais, pour moi, c'est vraiment la survie qui est en jeu, en fait. De manière plus ou moins explicite, plus ou moins forte, parce qu'il y a des situations où la survie, elle n'est pas évidente et le mot peut être bizarrement trop fort. Mais il y a beaucoup de choses, je pense, qui sont liées à ça, sur comment les gens vont nous voir, comment on va être perçu. Je pense que notre cerveau peut l'interpréter par de la survie et dire si je suis exclu, je suis en danger, donc ça me déplaît, donc je vais essayer de ne pas le faire, etc. Donc je ne sais pas si toi ça te parle, le côté survie. Est-ce que tu trouves ce terme trop fort? Il n'est pas trop fort parce que pour moi c'est ce qu'on fait au quotidien, quoi. On vit. Vivre ensemble, c'est une manière un peu corporelle de dire qu'on survit ensemble, quoi. Pour moi, tout est de la survie. Enfin, on passe notre vie à nous battre contre plein de choses. Donc dès lors que tu te bats pour quelque chose, c'est forcément que tu essayes de survivre à quelque chose. Et pour moi, vivre ensemble, c'est un peu du marketing, quoi. J'avais un peu ce sentiment-là aussi. Donc c'est la phrase, si je me disais que l'objectif c'était de se comprendre pour vivre ensemble, pour moi il y aurait bon impact. Et quand on parle de vivre ensemble, j'ai un peu l'impression que c'est optionnel et que c'est pas obligatoire, en fait, qu'on peut faire sans, et en fait c'est juste un petit plus. Mais dans des sujets de discussion, que ce soit perso ou pro ou autre, on se dit c'est pas si important que ça de bosser ensemble, de bien travailler, que ce soit agréable pour tout le monde et qu'on soit qu'on ait plus un sentiment de groupe. Le fait qu'on dise le vivre ensemble, l'idée de groupe, ce soit optionnel, moi ça me fait toujours bizarre, parce que je toujours dit que c'est quand même pas très sage de faire un peu cavalier seul et de se passer des autres
Ouais. Alors moi, j'ai une approche différente de ça. Ouais. C'est qu'en gros, je visualise... Enfin, j'essaie d'avoir un juste milieu. Je veux pas être non plus trop à me dire que je ne peux rien faire tout seul. Et je ne veux pas être non plus dans l'extrême à me dire je suis bien mieux tout seul. J'ai besoin des deux côtés. J'ai besoin du côté où je suis tout seul et j'ai besoin du côté où je suis avec les autres. Parce qu'avec les autres, forcément, je vais avancer un peu plus vite. Mais sauf que tout seul, je vais apprendre à me connaître aussi. Et moi, j'ai des personnes dans mon entourage qui sont extrêmes dans le côté il faut impérativement que je sois avec les autres. Moi, j'ai une cousine, par exemple, qui, elle, est plutôt dans cet extrême-là où elle ne se voit pas vivre toute seule. Elle ne peut pas concevoir d'être célibataire. Donc, eh bien, elle navigue de relation en relation. Et ça, je trouve ça un peu triste parce que du coup, elle n'a jamais appris à être toute seule, à s'apprendre et à s'aimer seule aussi. Et ça la rend un peu... Moi, personnellement, je trouve que ça la rend dépendante, du coup. Dépendante. Et pour moi, une dépendance, j'essaie de la proscrire et c'est pour ça que j'essaie tout le temps d'être au milieu. Un peu tout seul, un peu avec les autres. Donc c'est pour ça que c'est important de comprendre les autres, mais c'est aussi important de se comprendre aussi. Et tu vois, j'essaie d'aller dans les deux camps, quoi. Ouais. Ok. Donc je conçois les gens qui te disent ouais, mais on peut faire cavalier seul sur certains projets. Ok. J'arrive à le concevoir parce qu'il y a aussi une part d'apprentissage sur soi-même qui est importante là-dessus. Ok. Ouais, si, je vois tout à fait, et ça me parle carrément, c'est le fait de dire qu'on a besoin de prendre soin de soi pour prendre soin des autres, Ouais, voilà, et que prendre soin des autres, ça nous aide. Ouais. Mais pour expliquer un peu pourquoi j'essaye d'en parler de ces sujets-là, de manière globale, l'histoire de notion de groupe, c'est que, effectivement, ça je suis 100% d'accord, on peut y revenir. Et je trouve quand même que dans la société, il y a une surexposition de l'individualisme qui fait que effectivement, il faut prendre énormément soin de soi et c'est hyper important. Il ne faut pas s'oublier en fait en pensant trop aux autres. Mais je trouve qu'il y a quand même un truc très important de remettre l'équilibre, et ça je pense que tu le dis bien, c'est on a besoin des autres pour survivre, mais on a aussi besoin qu'on soit efficace de nous-mêmes envers nous-mêmes, mais aussi pour les autres, parce qu'on ne peut pas... C'est un peu un cercle complet, je pense, entre pour prendre soin des autres, j'ai besoin d'être bien dans ma tête et dans mon corps. Pour moi, le fait d'aider d'autres personnes et prendre soin du groupe, ça permet aussi à soi-même de se sentir mieux, quand c'est évidemment fait dans des bonnes conditions. Mais c'est un peu pour se dire qu'aujourd'hui, il y a plein de livres et plein de podcasts, de vidéos, de plein de choses pour du développement personnel, c'est quelque chose qui est très à la mode. Et ce qui me manque beaucoup, c'est vraiment plus du contenu sur l'aide des autres, en fait. C'est quelque chose qui me manque beaucoup. C'est que beaucoup les contenus que je regarde et que j'entends sont faits pour s'améliorer soi-même. Il me manque le truc où j'essaye d'améliorer un groupe, ouais, voilà, d'améliorer un collectif, et toujours en pensant à soi-même, parce qu'on le disait, c'est que comprendre les autres, c'est aussi se comprendre soi-même. Mais pour moi, ouais, c'est vraiment le côté... remettre l'équilibre entre l'individuel et le groupe, parce que j'ai l'impression que le groupe il est vraiment très squeezé en ce moment. Alors, moi j'ai là-dessus, quand tu parlais de société, je trouve qu'on a cette tendance, la plupart des choses que tu vois sur les réseaux sociaux, même si c'est pas vraiment la vraie vie, je trouve qu'on voit souvent du contenu où les gens sont égoïstes, se mettent en avant pour montrer, regardez moi ce que je fais, regardez, je suis le meilleur. Je trouve que c'est assez égocentrique. Quand tu vois la plupart des vidéos sur le développement perso, les vidéos lifestyle, etc., c'est « regardez-moi, je suis exceptionnel ». Je pense de manière exceptionnelle, mais ces personnes-là ont besoin d'un collectif pour pouvoir vivre. Si tu veux. Regardez-moi, tout ce que je fais est parfait, je veux être votre modèle. Ok. Et du coup, ce modèle-là qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, je trouve qu'on le retrouve dans notre vie en général. C'est aujourd'hui, on ne prend plus la peine d'écouter l'autre. Ou quand tu regardes n'importe quel débat, que ce soit télévisé, non, ou politique ou pas, je suis d'ailleurs un gars qui fait ça et j'essaie de le corriger. C'est qu'on pense des choses et on est persuadé que ce qu'on pense est vrai. On a du mal à se remettre en question. Je ne sais pas si c'est dû au fait qu'on ait vécu comme ça, mais on a du mal à se remettre en question sur ce que nous dit l'autre en face.
alors que l'autre a peut-être raison. Mais ce que je pense est vrai, et j'ai l'impression de retrouver ça aussi sur les réseaux sociaux. Tu vois, les personnes qui font du contenu un peu lifestyle, c'est, alors pas tous, hein, mais il y en a certains ou certaines qui vont te démontrer par A plus B que leur vie elle est parfaite, et que toi t'es un peu une merde. Et tu vois, j'ai l'impression que c'est retranscrit sur la vie, et c'est pour ça que on a une phase où il n'y a plus personne qui essaie de comprendre l'autre, quoi. Parce que moi j'ai un avis, il est différent du tien, mais moi mon avis il est primordial par rapport au tien. Et c'est pour ça que tu parlais de développement de soi et tout ça, et que c'est à la mode. Je trouve que c'est à la mode parce que les mœurs changent, on est plus auto-centré, quoi. C'est un peu, je sais pas comment l'exprimer vraiment. Mais ouais, je trouve ça intéressant parce que forcément, je pense que le rapport à l'influence aujourd'hui, il interpelle beaucoup. Là, tu donnais l'exemple justement d'influenceurs plus typé lifestyle, où je pense que ça fait partie des choses qui sont intéressantes à comprendre, parce que forcément j'ai un avis un peu comme le tien, et je me demande, est-ce que si vraiment je creusais, est-ce que je suis... Enfin, la théorie, c'est que j'ai un a priori, et si je creuse, je devrais tomber sur le même a priori. Mais justement, je serais très intéressé pour creuser des sujets comme ça, et se dire, j'ai un a priori, puis on va creuser, je vais parler avec ces personnes-là, ou avec des personnes un peu proches ou différentes, et je vais voir, est-ce que ça confirme ce que j'avais en tête, ou alors est-ce que je vais être surpris. Et les peu de fois où j'ai fait ça, j'ai quand même le sentiment que le fait qu'on soit dans une incompréhension, ou il y a un truc qui me dérange, c'est parce qu'il me manquait une compréhension, il me manquait un truc quelque part. Et par exemple, dans des influenceurs lifestyle, il y en avait certains qui sont plus ou moins connus, et en apprenant leur parcours de vie, en fait, en comprenant que avant leur métier d'influence, ils n'avaient pas beaucoup de valorisation d'eux-mêmes, ils étaient même, au contraire, ils pouvaient même être très attaqués par leur manque de charisme quand ils étaient enfants. Je me dis, ouais, c'est intéressant, j'avais pas vu ça comme ça, j'avais pas conscientisé que ça pouvait être des personnes, au contraire, qui sont tellement contentes et épanouies dans le fait d'être désormais désirables, alors qu'avant elles ne l'étaient pas. Ça m'a permis de me dire, ah ouais, putain, ok, j'avais un a priori un peu facile sur ce truc-là. Et en fait, en creusant, je me dis, ah putain, mais ouais, ok, Mais au final, pour ces personnes-là, c'était leur thérapie, quoi. Par exemple, voilà, c'est ça. Pour certaines personnes, j'ai l'impression que c'est ça. Alors après, je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde et tout ça, mais c'était plus pour expliquer le fait que sur un sujet précis où j'avais un a priori, en creusant, j'étais un peu surpris de découvrir des trucs. Et j'ai l'impression que ça va le faire pour plein de sujets qu'on pourra aborder après, de se dire, pour moi, s'il y a un désaccord, s'il y a un peu un rejet de quelqu'un ou de quelque chose, c'est qu'il y a une incompréhension quelque part. Parce que je pense que même s'il y a quelque chose qui ne nous plaît pas et qu'on n'a pas envie de faire, si on le comprend et on sait que ça fonctionne et pourquoi ça fonctionne, on peut vivre beaucoup plus facilement avec. Ouais. C'est une intuition, j'en sais rien, je sais pas si si, c'est vrai. Je suis d'accord, d'essayer de comprendre pour pas être dans la position... Enfin, d'essayer de comprendre pour pas être dans la position du gars qui rejette l'autre, quoi. Je comprends. Mais je reprends un autre exemple, tu vois. Là, par exemple, j'ai pour volonté de monter ma chaîne Twitch, etc., etc. Et moi, mon truc principal, c'est pas d'être connu ou d'être reconnu par tout le monde. Le truc principal que je souhaite faire, c'est la fonction basique d'Internet de base. Se réunir autour d'une passion, quoi. D'être un truc communautaire, donc inviter des gens à jouer. Et regarde, quand tu regardes un peu le paysage Twitch, combien t'as de personnes qui ont cette même motivation? Mais je trouve que la plupart sont là parce qu'ils ont vu quelqu'un réussir et se sont dit, moi je vais faire ça pour réussir et pour montrer aux gens, je ne sais pas comment le dire, mais que je suis capable, ou pour montrer aux gens que je suis capable, mais ils vont pas essayer de faire un truc communautaire, si tu veux. Ils vont pas essayer de comprendre les autres ou quoi que ce soit, ils vont essayer de faire en sorte que les autres les voient. Et je trouve que ça, c'est un mot de notre société, c'est qu'on veut être vu. On veut prouver aux gens que ce qu'on fait, c'est mieux que l'autre. Et c'est pour ça que là où toi, t'as un problème sur le fait qu'on n'est plus centré sur le collectif, mais plus sur l'individualisme, c'est que si tu pars d'un postulat où tu te dis « je veux montrer aux autres que je suis le meilleur », forcément tu pourras pas être dans l'objectif de faire monter un collectif, mais de faire monter toi-même, en fait. Et on le voit dans tout ce qu'on a notre quotidien. Le meilleur exemple, ce sont nos politiques aujourd'hui. Nos politiques aujourd'hui, ils sont d'abord centrés sur leurs intérêts communs, sur leurs intérêts plutôt que l'intérêt commun. Quand tu regardes la plupart des gens d'influence sur Internet, ils sont d'abord centrés sur
leur intérêt plutôt que sur un collectif. Ils sont contents d'avoir une communauté, mais j'ai l'impression que la communauté est plus là pour leur servir plutôt que de servir un but commun. Tu vois, je sais pas comment le dire. Mais oui, c'est ce Et après, on sort un peu du sujet de se Pas comprendre. forcément, parce que le côté survivre ensemble, pour moi, c'est justement le fait d'arriver à c'est pas que cohabiter, c'est cohabiter et être dans une coopération aussi, de se dire certes on vit dans le même ville, le même pays, la même planète, mais globalement qu'on se fout pas sur la gueule pour rien quoi. Ouais. Parce que je pense que ce que tu disais, le côté on est un peu égoïste, on pense plutôt à soi. Pour moi, ça fait effet boule de neige sur plein de trucs. C'est que si je suis comme ça dans le travail, je vais être comme ça dans ma vie perso. Si je suis comme ça dans ma vie perso, je vais faire des choix de vie très égoïstes. Et après, je vais faire des choix d'élection. Par exemple, je parlais de politique très égoïste également. Ouais. Et qu'en fait, c'est un environnement global où si on est trop tous portés sur... alors que je dis notre personne, je pense que c'est petite précision. Ouais. Il en faut de l'égoïsme. Ouais. Il faut des moments pour soi, mais faut avoir un juste milieu avec le collectif et pour soi. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on n'est que pour soi. Déséquilibré. Ouais. C'est uniquement là-dessus. Vas-y, je t'ai coupé, je t'ai dit. Non, pas de souci. Sur tout ce qui est métier d'influence aujourd'hui, je me pose toujours la question sur leur motivation réelle des créateurs, parce qu'entre ce qu'on peut voir des créateurs et ce qu'on voit derrière, parce que les vraies raisons qui poussent les personnes à agir, je me méfie un petit peu pour dire les intentions que je peux leur prêter en les regardant, je ne sais pas à quel point je peux faire confiance à mon intuition pour déduire leur volonté de faire des choses. Par exemple, tu vois, des personnes qui n'aiment pas du tout Squeezie, et de voir un documentaire de lui où on voit plus la vie qui est derrière, c'est plein de choses, je pense, qui sont insoupçonnées. C'est plus pour dire que, je reviens avec le truc de je pense que c'est sa volonté première, c'était de vouloir humaniser un peu plus sa personne. Via le documentaire, ouais. Tout à fait, mais ce que je veux dire, c'est que ce phénomène où on a une image de quelqu'un de par son travail extérieur et le creuser la personne et voir comment elle vit avec ses proches, avec sa famille, avec ses amis, etc. Pour moi, il y a toujours un peu une sorte de, pas de rêve ou de supposition qui se brise, de dire ok, moi je le voyais pas du tout comme ça, et je pense qu'on est tous, il y a beaucoup de retours de ce documentaire-là, et souvent j'ai l'impression qu'on se dit ah ouais, je l'imaginais pas comme ça, mais tout le monde avait une image différente, et le fait qu'ils le disent, qu'ils le montrent de manière un peu plus précise, on se remettait un peu plus en accord, et j'ai l'impression que grâce à ça, on est un peu plus cohérent et dans la compréhension, plus humain. Ouais, par exemple, le fait qu'il annonce une pause, on est plus dans la compréhension parce qu'on se dit ah mais non, mais au final c'est des humains en fait, c'est pas des robots. Voilà, on voit l'explication, on voit comment ils en sont arrivés là, etc. Ouais. Mais pour rebondir là-dessus, il y a deux choses là-dessus. Le fait de s'imaginer qu'une personne est différente que ce qu'on pensait, c'est aussi pour moi dû à deux choses. L'une, la compréhension des personnes qui regardent, et de deux, ce que le streamer, influenceur veut partager aussi. La plupart des personnes qui sont dans notre influence collective jouent des rôles, jouent des personnages. Je prends le cas par exemple de Mastu. Mastu a eu besoin d'une pause il n'y a pas si longtemps que ça, parce qu'il n'en pouvait plus, il était en dépression, les personnes venaient chez lui, etc. Mais il y a aussi le fait qu'il a amené ce personnage-là. Les gens n'imaginent pas que Mastu est un humain parce qu'il a aussi il s'est aussi déshumanisé dans son contenu. Squeezie, ça a été pareil. Et je pense que c'est pour ça que c'est hyper intelligent de la part de Squeezie, c'est que voyant que de plus en plus de youtubeurs se mettaient à faire des dépressions, et des burn-out et des pauses, etc., parce qu'ils étaient surmédiatisés, qui s'est dit attends, je vais remettre l'église au centre du village. Et je vais dire à tout le monde que, attendez, derrière, on est des humains, en fait. Et je pense que c'est là que tu vois l'intelligence de Squeezie. D'un mec comme Squeezie. Via le documentaire. Via le documentaire. Mastu a essayé de le faire aussi, en l'expliquant avec une vidéo. Mike Fly et Carlito l'ont fait, avec leur pause. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de retour aux sources. Ouais, une réhumanisation. Ouais. Dans le game français. Après, game américain, j'en sais rien, mais dans le game français. Et ça, c'est pour le coup, c'est positif.
on a de la chance d'avoir des personnes influentes qui s'attellent à ce genre de contenu qui peut être un fléau. Et ça, pour le coup, c'est positif. Ils réhumanisent quelque chose qui n'est pas humanisant. Mais même nous, les premiers, tu vois, quand on parlait de faire des podcasts, quand on parlait de s'afficher publiquement, on était là, on est là à se dire est-ce que j'ai le droit d'aller là ou pas là, etc. Comme par exemple le papier que tu m'as montré tout à l'heure, tu vois. Et moi, je suis plus du style à me dire non, je veux pas de ça. Je veux qu'on me découvre comme ça. Et tant pis, en fait, je prends des risques à faire ça. Je prends des risques à me prendre un maximum de haine parce que des propos sont mal compris ou pas compris comme je le voulais. Et je pense que pour moi, c'est plus important que les gens me voient comme un humain. Ouais. Et j'ai pas envie de mettre des brides ou quoi que ce soit. J'ai envie de dire ce que je pense et point barre. Et alors qu'il y a ça quelques mois même, j'étais pas dans cette optique-là. J'étais en train de me dire non mais ça, si je dis ça, est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai pas le droit, est-ce que j'ai surréfléchi et du coup j'étais plus humain en fait. C'est ce que tu t'es dit par exemple pour Twitch. Ouais. Comment tu voulais te présenter. J'ai vachement avancé là-dessus. Hein. Ouais. Parce qu'au début j'étais vraiment dans l'optique de moi alors déjà pour commencer Twitch j'étais déjà un peu peureux. J'avais des postes à responsabilité avant. Et rien que le fait de m'imaginer que des gens que j'avais pu manager avant puissent me revoir là-dedans, en train de faire un peu le guignol, parce que c'est comme ça que d'autres générations peut nous surnommer sur les. Bah ça m'effrayait. Et du coup, en fin de compte, j'ai fait un travail de compréhension de moi-même là-dessus, un travail, mais rien qu'en le faisant en fait. Et du coup, je me suis rendu compte que bah ouais, mais c'est pas grave. Les personnes, elles vont me juger, c'est pas grave en fait, je m'en fous, j'ai pas envie de changer pour ces personnes-là. Et donc du coup, j'étais dans une position où même dans les podcasts, j'étais en train de faire hyper attention à ce que je disais. Alors bien sûr, tout n'est pas bon à dire, mais hyper attention à ce que je disais parce que je ne voulais pas me prendre une vague de haine non méritée, etc. Et maintenant, je suis dans une position où c'est ce que je pense, donc j'ai le droit de le dire aussi. Et du coup, si je me prends une vague de haine, je le vivrai pas forcément bien, mais du coup, est-ce que je dois donner autant d'importance que ça? Tu ne veux pas vivre dans la peur non plus de pas parler et de. Ouais, c'est ça. Et je pense que et pourquoi je parle de ça, c'est je pense que c'est un mal de société qu'on a, c'est que la déshumanisation de base. Ouais, non, et puis même le fait de ne pas comprendre l'autre comme un humain t'amène forcément dans cette optique de peur. Tu vois, par exemple, aujourd'hui. Enfin, hier, j'avais peur qu'on juge mes propos et qu'on les critique et que je me prenne une vague de haine. Mais pourquoi j'avais peur de ça? C'est parce qu'aujourd'hui, on a des personnes qui vivent mal, qui sont pas hyper bien dans notre société. Enfin, ils se sentent comme une minorité, mais qui attaquent encore plus fort que... Enfin, je sais pas comment dire. Qui, en se défendant, utilisent l'attaque. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a des sujets... qui sont très durs, que je ne connais pas, dont je n'ai aucune réponse, et je ne juge pas grand-chose. Par exemple, je sais pas, on va prendre un sujet... Je pense à un sujet de société. Un sujet de société, par exemple, l'identité de genre, etc. Tu vois ? Il se peut que je parle de ça, mais sans connaître le sujet, de manière maladroite. Et aujourd'hui, en fait, faire ça, ça peut me faire peur. Parce que les gens vont pas avoir cette envie de me comprendre que je peux être maladroit sur ce sujet, c'est pas quelque chose que je connais. Mais derrière, ils vont être très, très vite en train de me dire ouais, mais t'es qu'un gros con. Ouais, mais du coup, t'es un facho. Ouais, mais du coup, mais non, c'est juste que je comprends pas. On fait preuve de pédagogie aussi à essayer de m'apprendre. Je veux bien comprendre, mais c'est juste apprends-moi. Et aujourd'hui, on n'a pas le temps. En fait, c'est ça. Donc j'étais dans une position où j'avais peur de ça. Et maintenant, je suis dans une position où je me dis oui, mais ça peut. C'est comme ça en fait. Ça, je pense qu'on va le réaborder, le côté justement comment on réagit quand on est attaqué. Ça, c'est un truc hyper important. Et dans ce que tu dis, je pense que c'est vraiment une des clés énormes. C'est comment on réagit quand on est attaqué. Je pense que c'est le truc qui fait que on transforme un sujet d'incompréhension en un conflit énorme et des conséquences très graves, voire très très graves. C'est parce qu'on a différents moyens de réagir à une attaque. Et quand les deux personnes réagissent par de l'attaque,
je pense que c'est là où ça fait boule de neige et ça construit rien de bon, quoi. Ça fait juste un truc destructeur pendant. Ouais, c'est ça. Donc je vois tout à fait. Et là, tu parlais au début de ce qu'on appelle des relations parasociales, le fait que des personnes ont une représentation publique importante et que du coup le public ait une certaine relation avec la personne, Ouais. et à l'inverse que la personne n'ait pas du tout la même relation dans l'autre sens. Et donc il y a ce terme de relation parasociale justement pour décrire ça, parce que un truc tout bête, mais par exemple un humoriste qui a plusieurs spectacles et il a 6 heures de spectacle, ce qui est beaucoup. 6 heures de spectacle, c'est quasiment une carrière d'un artiste. Et des personnes vont construire une image de cette personne-là, de cet humoriste, sur 6 heures de spectacle. Et on va même collectivement, la société va avoir une image de cette personne sur 6 heures de vidéo, quoi. Sur 6 heures de vidéo, je vais voir la personne, comme si on te filmait pendant 6 heures et il fallait qu'on se fasse une idée de Johan sur une vidéo de 6 heures. Et surtout que c'est en plus un humoriste, donc Voilà, exactement. C'est écrit, c'est filmé, c'est monté, enfin tout est fait. Donc déjà c'est court, c'est 6 heures de boulot, alors que c'est très souvent la carrière entière d'un artiste. C'est court, c'est monté, c'est étalonné, c'est mis en valeur. Je pense qu'on l'a aussi finalement avec tout ce qui est influence de mode et de style de vie, parce que c'est toujours un angle de vue, une prise de vue sur quelqu'un, sur un temps très court, de manière très cadrée. Et donc, ça fait partie des sujets qui m'intéressent beaucoup, c'est justement comment on réhumanise les relations, quelles qu'elles soient. Donc, ça peut être des relations très basiques d'une personne à une autre. Tu donnais l'exemple des métiers d'influence, donc ça en est une autre. Et même à niveau de la société, réhumaniser tout ça. en fait, alors moi je trouve qu'il y a une différence entre l'humoriste, ou la star entre guillemets, et l'influenceur, ou le Squeezie, Michou, etc. Dans un sens, en fait, l'humoriste, l'acteur, ça fait depuis plus longtemps, il existe depuis plus longtemps que l'influenceur. Ouais. Donc, dans à peu près tout ce qu'on a pu voir, dans toutes les générations qui existent, pour le côté de la star, ils savent tous que c'est un humain derrière l'acteur, que c'est un humain derrière l'humoriste, que c'est un... Donc ils sont moins... Enfin, même s'ils peuvent pas faire le resto qu'ils veulent, etc., mais ils sont moins impactés par ce phénomène d'intrusion dans leur vie. Ouais. Alors que dans le cas de l'influenceur, son contenu, c'est d'être proche de toi. Il joue un rôle en étant proche de toi. Genre un langage familier, classique, et puis, et puis même proximité. C'est d'alimenter cette communauté. L'acteur, on va le voir dans son film, point barre. Et on le sait qu'il a joué un rôle. On sait qu'il n'est pas comme ça. Que dans le cas des réseaux sociaux... On s'attend à ce qu'il soit comme ça dans la vraie vie. Oui, voilà. On se dit, c'est sa vie. Il est comme ça. Alors que non, il joue un rôle. Il est comme un acteur, mais il est proche de toi. Et ça amène beaucoup de confusion dans le public. Je pense effectivement qu'il y a carrément ça. Après, je ne me rends pas compte si c'est très différent pour entre guillemets, des stars ou des personnes connues hors Internet. Je pense que alors, effectivement, je pense que c'est quand même différent, parce que le rôle n'est pas le même, le cadre artistique n'est pas le même. Mais je pense qu'il y a quand même des similitudes sur le côté... ouais, mais c'est une star, je peux bien l'accoster dans la rue, il va être content. Ouais. Ou alors moi je suis content et je vais pas me préoccuper de ce que cette personne-là, si elle est en train de faire ses courses, peut-être qu'elle a pas envie d'être dérangée, ou peut-être que je vais pas forcément prendre de photos si ça le dérange, etc. Donc effectivement, je vois que c'est différent parce que c'est Internet et le rôle joué est différent et le média est différent. Mais je me demande s'il n'y a pas un truc vraiment derrière, un truc de fond où dès qu'il y a quelqu'un qui est connu, forcément on va avoir forcément un regard biaisé sur cette personne. Et soit déjà pour le simple fait que nous-mêmes on l'ait vu des centaines de fois, parce que je parlais du fait que par exemple sur une personne connue il y a peut-être 6 ou les grand max 20 heures de contenu sur cette personne, on va le voir plusieurs fois, on va en parler avec des potes, on va voir des extraits sur internet, ça va faire partie de notre... on a l'impression que c'est des personnes qu'on connaît alors que ces personnes nous ont jamais vues. Donc je pense qu'il y a ça t'arrive pour des acteurs, ça ? Ouais, par exemple, je me dis que le simple fait qu'il y ait une relation comme ça qui soit asymétrique et qui soit un peu inhabituelle, parce qu'on se rend pas compte que c'est une relation bizarre forcément. Je pense qu'il y a quand même des traits communs avec les personnes sur Internet, mais il y a sûrement des choses propres à... Mais cette vision que tu as de cette personne-là, elle est... Alors,
elle est due... Enfin, imaginons, tu as cette vision-là d'un acteur. Tu t'imagines comment il est dans la vraie vie. Ouais. Tu l'as suite à un film qu'il a fait ou suite à l'apparition qu'il peut avoir sur les réseaux sociaux? Bah peut-être, oui, je vois ce que tu veux dire. Je pense que je l'aurais plus vis-à-vis des interviews, etc. Mais je l'aurais peut-être aussi sur les films qu'il va choisir, la manière dont il va jouer des rôles. Alors, c'est peut-être pas exactement ça, mais c'est vrai que peut-être plus sur des interviews et sur des contenus un peu plus réels et proches de la personne, normalement. Mais je vois ce que tu veux dire sur le côté que quand un artiste de représentation, qui est en représentation dans une œuvre, qu'effectivement, on peut plus facilement lui prêter une autre personnalité que quelqu'un qui, son métier, c'est d'être lui-même. Oui, voilà. Enfin, mais je vois ce que tu veux dire. Son métier, c'est de jouer un mec qui est lui-même. Parce qu'en vrai, par exemple, Squeezie, moi, c'est ça que je vois, une différence. Il joue un rôle dans ses vidéos. Il n'est pas comme ça dans la vraie vie. Enfin, je sais pas d'ailleurs. Ou pas tout le temps, en tout cas. Oui, voilà. Il est peut-être comme ça en vrai dans la vraie vie. J'en sais rien. En vrai, je suppute, mais c'est peut-être pas vrai. Et donc, du coup, vu qu'il est proche, vu que son boulot, c'est d'être proche des gens et de montrer, c'est ça, d'être au plus proche de sa communauté. Il y a aussi un autre phénomène qui se passe, c'est que, après, c'est aussi, les communautés sont un peu plus jeunes, donc elles comprennent un peu moins l'enjeu. Vu que c'est proche de la communauté, que c'est un peu ta communauté qui te fait vivre, entre guillemets. Il y a ce... Par exemple, quand tu es acteur dans un film, il y a la reconnaissance du réalisateur qui te fait, ou du casting qui te fait arriver dans le film, et puis voilà. Alors que quand tu es influente sur Internet, c'est dû surtout à ta communauté. C'est ta communauté qui t'a fait grandir. Tu as grandi parce que ta communauté a grandi. Et donc, du coup, il y a ce phénomène de la part de certains dans la communauté de « tu nous dois tout ». N'oublie pas que tu es là parce que tu nous dois tout. Ouais. Et donc, du coup, quand je viens dans la rue te demander une photo, tu me dois cette photo. Ouais. Il y a ce phénomène-là qui dit que tu n'auras pas avec une star. Parce que la star, elle a été reconnue. Il y a ce phénomène où elle s'est montée toute seule. Le mécanisme a des similitudes parce que finalement, ça reste toujours des spectateurs d'une œuvre, mais là, c'est plus en direct et le contact est plus proche. Et comme c'est un peu plus, c'est plus proche, c'est même communautaire. T'es là parce que je t'ai follow, t'es là parce que je me suis sub à toi, t'es là parce que je suis là en fait. Ouais. Alors que dans l'autre cas, certes, il y a le fait de regarder. Si personne regarde le film, t'es pas là. Mais on reconnaît plus ton talent. Et donc du coup on se dit il a travaillé pour être là, donc c'est pas grâce à moi, il me doit pas cette photo. Si jamais je vais le voir dans un resto que je vois que je le dérange, je vais peut-être tempérer. Alors que pour un Squeezie, je sais pas si tu as vu dans le documentaire, mais moi j'ai été mal à l'aise des queues entières qui se formaient pour aller prendre une photo avec Squeezie. Et il dit jamais non. Et je veux bien ce que tu dis sur le fait que le métier sur Internet, le métier d'image sur Internet il y a encore plus de proximité. Mais je pense que ça accentue un mécanisme que je pense exister aussi sur des personnes connues de manière traditionnelle hors Internet. Parce que, je sais pas, une personne très très connue dans la rue, je pense un humoriste ou un grand rappeur, si t'as Pierre Ninet sur la plage, il y aura forcément une réaction ou... Je sais pas si ce sera la même mesure, mais peut-être que Internet amplifie ce phénomène-là. Et du coup, pour faire le lien avec ce qu'on se disait, c'est que là, on parlait par exemple de comprendre les relations parasociales, comprendre le rapport à la célébrité qui peut être très, très spécial et très déshumanisant. Et pour reboucler avec la notion de survivre, de survie, pour moi, le fait qu'à petite échelle, on ne soit pas capable de se comprendre, donc petite échelle, ça peut être dans un groupe d'amis, une famille ou sur Internet, ça va forcément induire le fait que sur des sujets plus importants, on se comprenne pas et on n'avance pas ensemble. Je prends un exemple tout bête, mais au niveau écologique, il y a une majorité de personnes qui comprennent l'urgence climatique, mais il y a des personnes qui sont ce qu'on dit climato-sceptiques, donc ça regroupe plein de personnes, mais globalement des personnes qui rejettent cette idée-là, l'idée que l'humanité est en danger à cause du changement de climat. Le changement climatique est un point très important de la survie de l'espèce, mais en plus il y a d'autres phénomènes qui se passent. Et pour moi ça fait partie d'une des clés de la cause écologique, c'est que si on n'arrive pas à comprendre des climato-sceptiques et qu'on n'arrive pas à avoir
une bonne réaction face à des attaques que eux peuvent faire ou que eux peuvent subir, ça comment dire, ça a un rôle très important pour la survie de l'espèce parce que là on parle plus de sujets qui sont pas forcément qui sont accessoires, qui sont vivables. Dès que ça passe à les mêmes mécaniques qu'on verrait à petite échelle, une fois que c'est sur des sujets beaucoup plus importants et à grande échelle, là ça devient plus grave. Et là pour moi le mot survie prend tout son sens. C'est que c'est les mêmes humains qui sont climato-sceptiques et qui regardent des personnes sur internet. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est le fait que si on s'éduque nous-mêmes, et je dis pas ça pour catégoriser des personnes, parce que pour moi je me mets aussi dans une catégorie où j'ai envie de comprendre plus et j'ai envie qu'on aille plus dans la même direction. Je vois qu'il y a des sujets qui sont vitaux dans la société, et si on n'est pas armé, ne serait-ce que pour les gérer de manière, même en face à face avec quelqu'un qu'on connaît depuis toujours, bah, je me dis forcément on n'y arrivera pas que pour 5 personnes, pour 10, pour 200, pour 1 million, pour 10 millions, etc. Et donc c'est pour ça que j'aimerais explorer dans plein de sujets différents comment on comprend l'autre pour survivre ensemble. Et le mot survivre ensemble, pour moi, il est important parce que je le considère pas comme quelque chose d'accessoire. Je me dis pas qu'on pourrait faire sans. Voilà, pour moi, c'est vraiment un passage obligé. Et si on le fait pas, bah, on va juste s'éteindre à petit feu. Alors, très petit feu, ça pourrait prendre des siècles. Mais globalement, si personne s'intéresse à rassembler des personnes et aller dans une même direction, bah, personne ne va le faire du coup, et ça n'arrivera pas. Si ça n'arrive pas, bah, on va juste s'éteindre petit à petit, quoi. Bah, oui, je suis d'accord. On est typiquement dans la situation de j'ai un avis, c'est le mien, donc il est mieux que toi. Et en plus, ce que tu disais, je suis très d'accord avec ça, c'est que quand j'ai un avis sur quelque chose, forcément c'est le mien, donc je vais le protéger, et je vais partir du principe qu'il est vrai, parce que ça vient de moi, et j'ai envie de challenger ça et de le remettre en cause, et de me dire, bah, sur plein de sujets, alors pour l'instant des petits sujets, j'aimerais plus m'habituer à être un peu dans une phase de découverte et de compréhension, pour qu'on soit tous armés pour des sujets plus importants, et qui pour le coup seront vitaux. Est-ce que tu vois du coup où je voulais en venir sur le fait de survivre ensemble et le fait que à petite échelle, c'est pas très grave de pas s'entendre sur tout, et il faut pas forcément chercher à s'entendre sur tout, mais que si on n'est pas capable de gérer des situations difficiles et des conflits de manière à petite échelle, on n'y arrivera forcément pas à grande échelle, et sur des sujets vitaux pour tout le monde, on sera vite bloqué. Est-ce que ça te parle du coup, oui. Après avec ce qu'on s'est dit? Oui, bah, moi je suis partisan qu'il faut nous éduquer sur ce plan-là, de la compréhension de l'autre. Parce qu'aujourd'hui, on a trop de différences de fait, on a trop de personnes qui t'attaquent pour se défendre, et ça mène à rien. Ok. Bah, merci beaucoup, Yoann. À plus. Salut, ouais.